Alors, le théâtre Harlequin est né d'une petite querelle. Nous étions quelques élèves du conservatoire qui jouions dans une compagnie paroissiale au quartier du Laveu, et on m'avait demandé déjà à l'époque d'écrire une revue. J'avais écrit une revue d'actualité qui était le dernier spectacle de la saison de cette compagnie d'amateurs, et certaines choses que je disais dans ce spectacle satirique n'ont pas plu aux organisateurs. Nous étions dans une paroisse. Et à ce moment-là, on m'a dit, voilà, on ne rejouera pas ta revue parce qu'elle déplaît à un certain public un peu trop cagot. Et j'ai quitté la compagnie d'amateurs, et avec quelques amis qui étaient comme moi au conservatoire, nous avons fondé le théâtre Harlequin. Nous avons trouvé tout de suite à être hébergés à la salle communale du Laveu, où nous avons joué pendant quelques années. Nous partagions la salle avec un ciné-club qui était le ciné-club du Laveu, et des recettes allaient au comité scolaire de l'endroit. Et nous avons joué pendant des années là-bas. Nous répétions 2 mois pour jouer une fois le dimanche soir un spectacle. C'était extraordinaire d'ailleurs. Et puis, en fait, nous nous sommes rendus compte que nous faisions toujours du monde. Notre publicité consistait simplement à éditer des petits folders et les déposer dans toutes les boîtes du quartier. Donc, un soir, après une répétition, à 10h du soir, nous répartissions les rues du quartier et nous allions déposer dans toutes les boîtes aux lettres des folders. C'est comme ça qu'on faisait notre publicité. Et puis, on nous sommes rendus compte qu'avec la venue de la télévision, donc nous sommes dans les années 50, fin des années 50, début des années 60, la télévision prend une grande part dans les foyers. Le jour où il y a un bon film à la télévision, le dimanche soir, il y a moins de public. Et à ce moment-là, Christiane Epp, qui faisait partie de la compagnie et qui deviendra d'ailleurs directrice de la compagnie quand moi je serai obligé d'aller au gymnase, me dit, mais si on allait plutôt jouer en ville, on aurait un public plus large, on ferait une publicité plus large. Et effectivement, nous repérons la salle de l'UFAC, l'Union des anciens compagnons, des anciens combattants, qui se trouvait boulevard de la Sauvenière. Ils avaient une petite salle à l'étage, et on loue la salle, et on y joue pendant une saison. Et puis un promoteur décide d'acheter le bâtiment, et nous voilà avec nos tentures et nos projecteurs sur la rue, et un ancien professeur d'art dramatique de la province, M. Scoville, nous dit « Moi j'ai quelque chose pour vous. J'ai vu qu'il y avait rue Ruxiel, où nous sommes encore installés, j'ai vu qu'il y avait une salle de gymnastique à l'étage. Vous pourriez peut-être la transformer en salle de théâtre. » Nous sommes venus voir, effectivement. Mon frère, qui était architecte d'intérieur, nous a aménagé, fait les plans, pour aménager l'ancienne salle de gymnastique en petit théâtre, qui existe toujours, d'ailleurs, a toujours une salle à l'étage. Et puis nous avons joué donc de 68 à 74 dans cette salle, et nous étions toujours à ce moment-là une compagnie d'amateurs. Moi j'étais déjà au gymnase, depuis 64 j'étais au gymnase, mais jusqu'à 68 ici, on était à 68, on était encore des amateurs qu'animait Christiane Epp, qui était aussi professeur d'art dramatique à Grétry. Et puis, en fait, moi, je suis au gymnase. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Je suis au gymnase pendant 12 ans. Et le gymnase étant exproprié, le bâtiment est exproprié, je me retrouve sans emploi, puisqu'on ne me nomme pas pour diriger le nouveau gymnase. Et je reprends Harlequin, je le professionnalise, c'est-à-dire on emploie des comédiens amateurs, c'est fini. On emploie des comédiens dont c'est le métier, qui gagnent leur vie, à qui on paye les prestations. Et alors, le théâtre est parti dans la petite salle. Nous avons joué de 68 à 75 dans la petite salle. Et en 76, on a créé cette salle dans laquelle nous sommes actuellement, qui est la salle plus grande, une salle de 80 places, alors que l'autre contenait seulement 50 personnes.
Et depuis, nous n'avons pas bougé. Nous avons joué souvent dans les deux salles. Actuellement, la petite salle est fermée parce qu'elle est un peu en rénovation. Et nous avons joué, en fait, de 56 à nos jours, 65 saisons. Voilà, nous avons 65 saisons derrière nous. Et le théâtre vit toujours. Nous le confions cette année, la direction, à une nouvelle directrice, Madame de Sambre, qui est une comédienne qui travaille avec nous depuis 20 ans. Et le théâtre repart, en principe, après la crise sanitaire qui a arrêté toutes les activités culturelles. Nous repartons en principe en octobre, mais on aura l'occasion d'en parler par ailleurs. En fait, nous avons eu des spectacles avec peu de personnages, parce que les pièces avec peu de personnages conviennent bien pour un petit plateau et pour un public qui est éloigné au maximum de 5 ou 6 mètres du comédien. Mais nous avons eu des productions importantes, notamment quand nous avons joué tout le répertoire des vaudevilles britanniques de Ray Cooney, où là nous sommes allés jusqu'à 9 personnages. Il fallait évidemment à ce moment-là donner beaucoup de représentations, faire de vrais complets pour ne pas tomber en faillite. Et ce fut le cas, on a eu de gros succès, comme on a eu de gros succès avec d'autres spectacles dont on parlera peut-être après, qui étaient les fameux cafés liégeois. Alors là, c'est très curieux parce que c'est désarçonnant, mais c'est extrêmement intéressant pour le public. Parce que le public qui vient voir un café liégeois peut être amené à voir l'évasion de Socrate. C'est extraordinaire de passer d'un simple divertissement bon enfant populaire à un spectacle qui reste plaisant, qui reste divertissant, mais qui amène les gens à penser à travers la philosophie d'un des grands de la Grèce antique. Mais on touche un public très très varié. En vérité, souvent les jeunes, qui sont moins nombreux dans notre public, quand ils viennent chez nous, sont souvent fascinés par le jeu des acteurs qui est très simple, qui n'est pas un jeu développé, ça reste un jeu très naturel. Des gens me disent, quand on est assis au premier rang du théâtre Harlequin, on a un peu l'impression d'être dans le salon où les comédiens jouent. Et bon, ce public, c'est vrai qu'il est parfois un peu, disons, mature, le public. Et un jour, à René Ronget, qui était le doyen du théâtre du gymnase, je lui dis, mais monsieur Ronget, j'étais encore jeune comédien, jeune adjoint de direction à l'époque, je lui dis, monsieur Ronget, comment se fait-il que le public me semble tellement âgé? Pour quelqu'un qui a 30 ans, évidemment, un public où il y a des gens de 45-50 ans, c'est un public âgé. C'est pas juste d'ailleurs, mais c'est comme ça. Et il me dit, mais de toute façon, monsieur Brouwers, de toute façon, le public se renouvelle. Quand ceux qui sont là encore aujourd'hui partiront, ils seront remplacés par des gens qui, en fait, auront 30 ans, auront fait leur carrière, auront fait des enfants, seront plus libres de sortir, de profiter des loisirs, mais avant ça, ils ont d'autres sujets, et c'est plus facile, on ne doit pas réserver, on va au cinéma, 1h30 au cinéma. Le théâtre, ça demande quand même une espèce de préparation. On réserve, on choisit son spectacle, etc. C'est très, très différent. Oui, je suis né à Bâtisse. En vérité, pour être tout à fait juste, je suis né à Herve, mais j'ai été inscrit à Bâtisse, qui était encore une commune à part entière. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, ma mère était très jeune, elle est venue accoucher sur la table de cuisine de chez ma grand-mère, et mon grand-père paternel, qui était bourgmestre de Bâtisse, a absolument voulu que son petit-fils soit inscrit dans sa commune. Donc j'ai mal commencé les choses, enfin, ou plutôt bien. Donc je suis né à Bâtisse, mais à 3 ans déjà, j'étais à Liège. Donc je suis vraiment un vrai Liégeois. Car en fait, voilà, j'ai tout de suite été à l'école à Liège, etc. J'ai pris l'accent liégeois dont j'ai dû me débarrasser quand j'ai commencé à jouer en amateur. Et voilà, j'ai une enfance assez heureuse, bien qu'elle se passe en grande partie pendant la guerre. Donc en fait, les gens me demandent par exemple, mais monsieur Brouwers, vous qui avez connu la guerre et qui connaissez la crise sanitaire actuelle, quelle différence il y a? Ben, je dis la différence, c'est que nous avions peur, mais c'était par moments, quand il y avait des bombes volantes qui s'abattaient sur Liège. Mais en fait, quand moi je faisais la file dans une boulangerie à cette époque,
j'arrivais au comptoir et je rentrais en pleurant en disant à ma mère, il n'y avait plus de pain quand je suis arrivé. Aujourd'hui, je fais la file, comme en 40, 45, mais il y a du pain, il y en a encore, voilà la différence. Donc, en fait, j'ai une enfance heureuse. Je fais de bonnes études primaires. Je garde de très bons souvenirs, d'ailleurs. J'étais un enfant calme, je n'étais pas un chahuteur. J'entre au collège Saint-Servais, ce qui me poursuivra toute ma vie, et j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Voilà, je fais de bonnes études. J'adore le français. J'aime bien le latin, j'aime bien le grec. J'aime beaucoup moins les mathématiques, je suis moins fort, j'ai un peu de temps en temps un examen de passage. Et puis, quand je termine mes humanités, à l'époque, on terminait en juin, en juillet. Mais fin juin, nous n'avions plus d'activité parce que je sortais très tôt et nos diplômes devaient être certifiés par Bruxelles. Donc nous avions une quinzaine de jours blancs, comme on dit aujourd'hui. Et à cette époque-là, Paul Libon, qui était le professeur de diction au collège, et qui était aussi comédien au théâtre du gymnase, monte une pièce, et comme il sait que je joue dans une petite troupe d'amateurs, il me confie le premier rôle. C'était Les plaisirs du hasard, une pièce aujourd'hui très oubliée, qui était amusante, et à l'issue de la représentation, qui était jouée devant 2000 personnes dans la salle de fête du collège, où il y avait les élèves, les professeurs, les parents aussi qui assistaient à la remise des prix, puisqu'il y avait une remise de prix après le spectacle. Ça fait un bon succès, les gens s'amusent, les gens se retrouvent très bien. Et le professeur de diction me félicite, et en fait il acquiesce, il voit mon père et il lui dit « Monsieur Brouwers, votre fils doit absolument entrer au conservatoire. » « Ah, dit mon père. Oui, parce qu'il est vraiment très doué, il faut qu'il entre au conservatoire, c'est son métier. Et je rentre chez moi, il me dit, tu veux aller au conservatoire? Je dis, si le professeur trouve que je peux aller au conservatoire, je vais aller au conservatoire. Eh bien voilà, tu tentes ta chance. Donc c'est extraordinaire que dans une famille, où en fait mon grand-père maternel était chausseur, mon grand-père paternel était siropier, mon père était marchand de fruits, rien ne me destinait à devenir comédien. Encore que, enfant, mais c'était la mode à Liège, mes parents m'avaient offert un théâtre de marionnettes. Et je me souviens que quand on recevait en famille, la famille avec les enfants, les petits cousins, etc., je les amusais avec le théâtre de marionnettes. Tchanché était devenu Tintin, évidemment, et Charlemagne Spirou, parce qu'en fait, à l'époque, on lisait les bandes dessinées. Et en fait, on disait, mais où sont passés les enfants? Mais ils sont aux marionnettes, c'est pour ça qu'on ne les entend pas. Et ça a évité qu'ils courent dans les escaliers. Donc voilà, j'avais quand même, ma vocation était là, mais je ne m'en rendais pas compte. J'ai fait du théâtre en amateur d'une façon bizarre. J'ai toujours aimé écrire. Et quand j'étais adolescent, j'ai été, en fait, rétribué très peu, mais très, très rétribué, pour écrire des petits articles sur les artistes. Et un jour, Louis-Thomas Jourdan, qui dirigeait le supplément belge de la Libre, de la vie catholique française, me dit, écris un peu un livre, un bouquin sur José Wolf, un article sur José Wolf. Et je vais voir José Wolf, et il me fait voir son atelier, il me fait voir ce qu'il fait, et il me dit, avant de faire votre article, je voudrais bien vous montrer, moi je fais des décors pour une petite troupe d'amateurs dans le quartier du Laveux, et je vais vous montrer que c'est très curieux, parce que vous m'avez vu peindre ici au Chevalet, mais quand je peins au théâtre, les toiles sont sur le sol, et je peins avec un manche de brosse auquel j'attache mes brosses et mes pinceaux. Et je vais dans ce lieu, et le régisseur, ce qu'on appelait le régisseur à l'époque, c'est-à-dire celui qui s'occupait de la direction et de la mise en scène des spectacles, me dit, dites, vous avez bien de perdre vos fruits, mais vous voulez pas vous jouer? Je dois dépanner, il me manque quelqu'un dans une troupe. Je dis, oh oui, si vous voulez, moi je veux bien. Oh, c'est rien, c'est Madame est servie, hein, c'est très court, mais enfin, il faut quelqu'un. Et je n'ai personne. Et je joue ce petit rôle. C'était peut-être un peu plus que Madame est servie, mais enfin, c'était vraiment un rôle petit.
Et à l'issue de la représentation, le régisseur me dit, mais vous avez du métier? Je dis, pas du tout, moi j'ai jamais joué, j'ai jamais fait que marionnette, je dis. Et il me dit, mais si, on va monter le site et vous allez jouer Rodrigue. J'ai 17 ans. On me confie Rodrigue. Jamais, si aujourd'hui on me confiait encore un rôle de cette chose, j'hésiterais un peu avant d'accepter. Là, je n'accepte pas. Et je joue Rodrigue. D'ailleurs, avec mon épée, je réussis à trouver le décor. Parce que dans la fougue de mes 17 ans, ben voilà. Je me fais engueuler d'ailleurs copieusement par celui qui joue le rôle de mon père dans la pièce, dont Dieg, qui est un ancien policier. Alors, vous pourriez faire attention, on n'a qu'un décor, etc. Ben voilà, donc ça commence comme ça. J'ai joué pendant quelques années, j'ai joué de beaux rôles d'ailleurs. J'ai joué d'Artagnan, j'ai joué des rôles très comme ça, très, très, très valorisants. Ce qui me mettait évidemment au mieux de mes conversations avec les dames, avec les demoiselles de l'époque. Et puis, en fait, à ce moment-là, je suis au conservatoire. Donc, je suis des cours de conservatoire avec Georges Randax, qu'on appelait le Rému belge. C'est un très grand comédien, un très bon comédien belge, liégeois d'ailleurs, qui jouait au Théâtre National et qui avait fait déplacer Arthur Miller quand il a créé en français La mort d'un commis voyageur. Donc c'était un grand personnage, quoi. Et nous étions fiers et heureux d'avoir un professeur qui était quelqu'un qui pratiquait le métier et qui en plus était célèbre. J'avais aussi Paul Limon comme second professeur qui m'avait en fait poussé vers le conservatoire. Donc je fais mes études au conservatoire et puis là, il y a une petite anecdote amusante, c'est que le premier concours que je passe, c'est un concours de diction. Alors, j'entre en scène pour réciter un texte de Bossuet. Et je commence en disant, c'est une raison funèbre, hein, l'Oriette de France, Dieu qui a le pouvoir sur tous les empires. Et le directeur de l'époque, c'était Fernand Quinet, qui avait eu une opération de la gorge et qui parlait comme ça. Donc je commence, Dieu, et il me fait « Arrêtez !» J'arrête, évidemment. Puis il se retourne vers la salle parce qu'il entendait des gens qui parlaient. Il revient vers moi, il me fait signe « Allez-y !» Dieu qui voit tous les empires, arrêtez ! Il se retourne vers la salle et il fait « Si vous continuez à parler, je fais évacuer la salle !» Il me fait « Dieu qui... Non, donnez-moi plutôt votre fable. » Donc j'ai éliminé Bossuet au profit de La Fontaine. Bon, enfin, je passe mes examens. Et puis alors, bon, j'ai mes diplômes, j'ai fait l'art dramatique, j'ai fait la diction, j'ai fait l'histoire du théâtre, enfin tout ce qu'il y a possible au conservatoire. J'ai même fait un cours de débit oratoire à l'université. Et mon père me dit, et maintenant? Maintenant, je vais essayer de jouer. Mais jouer où? Je ne sais pas. Mais tu as joué au gymnase quand tu étais acteur. Quand tu étais élève au conservatoire, ils ne t'ont pas engagé. C'est vrai, je dis, j'ai joué le notaire dans Le Barbier de Séville, parce qu'à l'époque, on engageait des élèves du conservatoire pour jouer les petits rôles. On ne t'a pas engagé. Écoute, je ne sais pas si c'est vraiment le bon moyen que tu as cherché. Moi, j'ai un truc pour toi. Tu adores écrire, tu as déjà beaucoup écrit. Moi, je peux te faire entrer à la Meuse. Et en fait, effectivement, je suis convoqué par M. Petit, qui me dit « Vous êtes comédien ?» Je dis « J'ai travaillé pour être comédien, mais j'aime beaucoup écrire et c'est pour ça que mon père souhaite que j'entre dans votre maison. » Ben oui, on m'a dit un mot, je dis « Gentil, il paraît que vous êtes quelqu'un de brillant. » Je dis « Brillant, il faut voir. » Ben ça va, vous ferez le secrétariat de rédaction pour toutes les éditions régionales. Je suis au journal pendant des années, pendant 3-4 ans certainement,
à simplement recevoir les textes qui arrivaient de province, de Namur, de Luxembourg, de Charleroi, pour les mettre en page et les envoyer à linotypiste, au linotypiste et à faire composer les textes. Bon, je m'ennuie un peu, mais enfin, je gagne ma vie. Et puis un jour, on m'envoie en Finlande. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Est-ce que personne ne voulait y aller parce que c'est un pays froid? Je n'en sais rien. Enfin, on m'envoie en Finlande et je fais un voyage de 3 semaines avec 3 autres journalistes, un francophone et 2 flamands. Et il y avait déjà la querelle d'ailleurs. C'était déjà. Ils ne supportaient pas qu'on nous parle français en Finlande et qu'on ne parle pas flamand évidemment. Mais les Finnois, vous savez, les Finlandais ne connaissent vraiment pas le flamand, un peu l'allemand, mais pas le flamand. Et je reviens avec un reportage, et on le trouve bon, au point qu'on l'accroche en première page. Le pays des 60 000 lacs, José Roers. Voilà, la première fois j'ai mon nom dans un journal. Et depuis lors, on me fait passer à ce qu'on appelle l'extérieur, c'est-à-dire à commencer à faire des reportages. Et comme mon secrétaire de rédaction me dit, mais tu as fait du théâtre, toi? Bon, ben tu feras l'opérette au Royal. Et puis j'ai fait l'opérette au Royal, j'ai fait les comptes rendus du gymnase, etc. Voilà, j'ai été plutôt axé vers le culturel. Et un jour, je m'ennuie un peu, parce que c'est toujours un peu la même chose. Hein. Les Toussaints, c'est les tombes, la Noël, c'est les arbres, la Pâques, c'est les cocognes. Donc c'est un peu redondant. Ceux qui ont des faits divers, parfois, ils ont un beau crime, quoi, comme disaient les faits diversiers. Mais les gens qui font du théâtre, qui font la culture, ben, on passe d'une pièce de raconter une pièce à une opérette ou à un opéra, voilà. Je m'ennuie un peu. Et en fait, Charles Josen, qui était directeur du gymnase, avait été attiré au théâtre Harlequin, où nous jouions toujours au Laveux, avait été attiré parce qu'on lui avait dit que on faisait de très bons spectacles. Effectivement, nous avions quelques très bons éléments, dont Jean-Marie Deblin, qui a fait une carrière à Bruxelles d'ailleurs. Et moi, je faisais toutes les mises en scène et je semblais doué pour ça. Et Josen vient voir plusieurs fois, et puis un jour, il me dit « Ah, moi, j'ai besoin de quelqu'un à côté de moi pour renouveler un petit peu les mises en scène, etc. Vous ne voulez pas abandonner le journalisme ?» Oh, je dis « Ça tombe bien, parce que je commence à m'ennuyer un petit peu après 12 ans. » Et j'entre au gymnase. Et on me confie de nombreuses mises en scène. Je deviens l'adjoint de Josen. Je m'occupe de réadapter des textes, d'écrire je reviens journaliste d'ailleurs. J'écris les communiqués. Enfin bon, je dirige des tournées, parce qu'on faisait beaucoup de tournées à l'époque. Et je vais passer 14 ans au gymnase, jusqu'en 75, d'ailleurs, jusqu'en mai 75, où en fait c'est la dernière saison. Josen meurt en 74 et je prends sa place. Donc la famille, puisque c'était dirigé par une famille à l'époque, ce n'était pas une ASBL encore, me confie la direction et je la remplis pendant 2 saisons, enfin 1 saison et demie en tout cas. Et je continue la lancée de Josen, c'est-à-dire en alternant des auteurs un peu sérieux, qui ont des choses à dire, et des auteurs tout à fait divertissants, qui font rire le public. Et le public est très, très, très content de cette alternance. On finit par se lasser de toujours rire, comme on finit par se lasser de toujours être obligé d'écouter, de peser le pour, le contre, quand on voit une pièce un peu intéressante. Et puis alors, en 75, c'est tombé comme un coup près. La ville a décidé d'exproprier le bâtiment. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai dû liquider la compagnie. Ça m'a fait gros sur le cœur de devoir liquider des tas de comédiens. Il y avait 25 personnes, 25 comédiens qui travaillaient au théâtre du gymnase. On montait un spectacle tous les 15 jours, il fallait qu'il y ait du roulement dans les comédiens. Donc, je suis obligé de choses. Les comédiens me poussent à être candidat pour la direction du nouveau gymnase que la ville crée comme une ASBL. Et il y a moi, il y a Guy Le Sire, qui
qui est un comédien bruxellois, un comédien liégeois, mais qui travaillait au Théâtre National. Et nous sommes en lice pour, tous les deux, nous sommes candidats. Et alors, en fait, les gens qui sont nommés pour le jury qui est nommé ne sait pas très bien comment, parce que, en vérité, moi, j'ai une carrière de directeur ou d'adjoint de direction, je fais de la mise en scène, je suis plutôt considéré comme un comédien convenable. Et puis, Gussir est, lui, un très bon comédien, très très bon, et un peu très connu comme comédien, et connu parce qu'il travaille au Théâtre National. Donc on ne s'est pas départagé. Et finalement, je suis bien obligé de l'avouer, comme en fait, on ne sait pas comment il faut faire, il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi ces deux-là, est-ce qu'un des deux a fait ses études chez les jésuites? Ah oui, c'est Brouwers, oui, Brouwers. Ben alors ce sera l'autre. C'est-à-dire, ça m'a poursuivi. Pourtant, moi, je n'avais pas décidé d'aller dans telle école ou telle autre. Et en fait, c'est par facilité, sans doute, que mes parents m'ont mis là, plutôt qu'à l'Athénée, où c'était plus loin. Voilà, c'était plus facile où j'habitais, j'étais plus près de l'école, et puis le collège avait une très bonne réputation. Enfin, voilà. Donc, je me retrouve sans rien, sans place, et c'est pour ça que je commence, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est pour ça que je commence tout doucement à m'intéresser à l'enseignement. J'ai fait de la mise en scène, pour moi, c'est tout naturel d'indiquer la façon dont on doit jouer, dont on peut jouer, etc., quelque chose. Et effectivement, les gens de Grétry, de l'Académie Grétry, sont tout contents que je pose ma candidature, parce qu'ils disent, voilà, on a un professionnel. Souvent, on a d'anciens élèves qui ont eu un premier prix, un prix d'excellence, et puis qui proposent de devenir professeur. Ici, on a quelqu'un qui est vraiment dans le métier. Donc, je suis devenu professeur d'art dramatique à Grétry, mais en partie. Edmond Rostand écrit « Le meilleur moment, c'est quand le rideau bouge et qu'on entend du bruit derrière le rideau. » En vérité, ça concerne à la fois le comédien et le public. Le public qui sent qu'il se passe quelque chose avant que le rideau ne s'ouvre, des gens qui se mettent en place, des pas sur le plancher du théâtre. Le comédien qui est prêt à jouer, qui attend que le rideau se lève ou que la lumière s'allume, et qui sent et qui entend derrière le rideau le bruissement du public, prêt à recevoir le spectacle, c'est un très grand moment. C'est un moment partagé par tous. Qu'on soit petit amateur, qu'on soit élève dans un spectacle scolaire, qu'on soit comédien à la comédie pensionnaire ou de la comédie française, c'est exactement le même sentiment. Il y a une espèce d'excitation. On va faire quelque chose ensemble. Le public avec le comédien et le comédien avec le public. Donc il y a d'abord cette espèce d'excitation qui implique un grand respect du public, un respect du travail qu'on a fait sur le texte, sur les déplacements, sur la façon de jouer le spectacle. Donc il y a ce respect du public qui vient naturellement. Mais quel est le moment où on entre en scène? Ben, on entre en scène, on est happé. On est happé parce que l'action commence. On ne peut pas hésiter. Il n'y a pas d'hésitation possible. Il n'y a pas quelqu'un qui doit vous pousser en scène. Vous entrez, vous plongez, comme on plonge dans une piscine, quand on fait un grand saut. Donc c'était ça qui... Et ça c'est un grand moment de bonheur. C'est pour ça que les gens font du théâtre. C'est pour ça que les comédiens amateurs essayent de jouer dans des petites troupes, etc. C'est pour ce plaisir-là. Alors, en fait, la différence qu'il y a entre un grand comédien et un petit amateur, ben, c'est que le petit amateur, ben, il essaie de faire de son mieux avec les éducations qu'on lui donne, et quelquefois, il peut se surpasser parce qu'il se sent soutenu par le public qui rit ou qui émet une qualité de silence qui vaut mieux, parfois, que des larmoiements. Un silence dans la salle, un grand silence, quand brusquement une situation devient grave ou triste, c'est un moment que le comédien ressent très fort. Il dit, ils sont avec moi, ils jouent avec moi, ils participent au spectacle.
Donc voilà ce que veut recevoir un comédien quand il joue. Il n'y a pas de grande différence entre un comédien amateur et un comédien professionnel, sinon le talent. Sinon le talent, le métier, la carrière. On peut aussi considérer qu'un comédien, pour lui, c'est un loisir ou un métier. Quand c'est un loisir, on aimerait que ça devienne un métier. Quand c'est un métier, on aime que ça reste un loisir. Et ça, je crois que c'est très important au théâtre. Je dis toujours, il y a des comédiens et des acteurs. Au théâtre, on ne peut pas être acteur, on doit être comédien. Il faut entrer dans le personnage, il faut absolument dire aux gens, ce n'est pas moi qui joue. Ce n'est pas le gamin que vous avez vu dans la cour tout à l'heure qui joue dans un spectacle scolaire. Ce n'est pas le comédien que vous rencontrez quand vous allez chercher votre pain chez le boulanger. C'est le personnage qu'il va vous montrer, qui va vous faire rire, vous émouvoir. Voilà. Qu'est-ce qu'une bonne pièce ? Une bonne pièce, c'est une pièce qui est jouable. Et qu'est-ce qu'une pièce qui est jouable ? C'est une pièce qui d'abord a un thème, un sujet, un vrai sujet, un sujet original, qui met en scène des personnages qui sont vraisemblables, qui a un début, qui se noue, l'action se noue, et il y a un bon dénouement. Voilà ce que c'est une bonne pièce. Et c'est très rare, parce que, en fait, beaucoup essayent d'écrire pour le théâtre, mais ne maîtrisent pas toujours tous les critères. Un critère important, par exemple, c'est qu'un texte qu'on écrit pour un dialogue doit être possible dans la bouche d'un comédien. Par exemple, lorsqu'on fait une adaptation d'un texte littéraire, si on prend un roman, ce qui m'est arrivé quand j'ai adapté des œuvres de Schmitt ou d'autres contemporains, c'est que quand on prend le texte, le dialogue d'un roman, ça ne se met pas dans la bouche d'un comédien, c'est laborieux. Ça exprime très bien la pensée de l'auteur quand c'est écrit et que l'on le lit, même éventuellement on se le dit tout haut, mais quand c'est en action au théâtre, ça doit se mettre facilement dans la bouche, comme dans la conversation quotidienne. Donc ça, c'est un critère intéressant pour le choix d'une pièce. Maintenant, on choisit une pièce pourquoi ? On choisit une pièce d'ailleurs en fonction de beaucoup de choses. En fonction des possibilités qu'on a sur le plan financier. Monte-t-on une pièce avec peu de personnages ou avec beaucoup de personnages ? Monte-t-on une pièce si on n'a pas les comédiens qui répondent aux différents... si on n'a pas des comédiens qui ont plus de 65 ans et que ça met en scène une maison de retraite, ce n'est pas la peine d'essayer de maquiller, de mettre des moustaches et de blanchir les cheveux de jeunes comédiens. Ce ne sera pas crédible. Donc, il y a les comédiens qu'on a en disposition, il y a les moyens qu'on a à disposition, et on a le public. Que souhaite le public ? En fait, Brecht disait, quoi qu'on fasse au théâtre, il faut qu'une pièce reste un divertissement. C'est-à-dire que même si on a un sujet extrêmement douloureux, il faut que ça reste intéressant, plaisant à écouter. Il faut qu'on puisse entrer dedans sans déplaisir. Oh, c'est long. Fou, ils l'ont déjà dit 2 fois, cette affaire-là. Ça, c'est foutu. Ça doit rester un vrai divertissement. Que l'on fasse du triste, que l'on fasse du contemporain, que l'on fasse du comique, ça doit rester intéressant tout le temps. Donc ça, une pièce a des longueurs. En fait, Anouilh en était tellement conscient, quand il donnait une pièce à jouer, une co-création, il disait au metteur en scène, vous coupez ce que vous voulez. Je sais qu'il y a des longueurs. Vous coupez ce que vous voulez. Et c'est le metteur en scène, et parfois le comédien, qui sentent qu'il y en a une longueur. On l'a déjà dit, le public n'a pas besoin de tant de détails. Il a compris. On peut passer à l'étape suivante. Donc voilà, une bonne pièce, c'est une pièce qui est jouable. Une pièce pour laquelle, et pour la choisir, on choisit la qualité, évidemment.
Bien sûr, on ne joue pas des œuvres médiocres. Il y a des pièces qui tiennent le coup, qui restent valables pendant des années, voire des siècles. Et puis il y a des années qui se dépassent, des pièces qui se dépassent parce qu'elles ne sont plus d'actualité. Donc beaucoup de théâtre est tombé en désuétude. Rien ne vieillit plus vite qu'une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, après 4 ou 5 ans, on se dit, pouf, ce n'est plus ça, hein, non. On n'écrit plus comme ça maintenant. Et parce qu'il y a une évolution. Le théâtre devient comme la vie que nous vivons, plus nerveux, plus vivant. Il n'y a plus de pièces très longues aujourd'hui. Les gens n'ont plus la patience. En 50 minutes, ils ont une série à la télévision. Et après 50 minutes, ils éteignent leur télévision. Ici, les gens ne vont pas éteindre le spectacle, mais il ne faut pas non plus que brusquement, ils regardent leur montre. En fait, une mauvaise pièce, c'est une pièce où le public, où le spectateur a l'intention de regarder sa montre en disant « c'est bien long cette affaire-là hein, ». Voilà. Donc voilà pour ce que le choix d'une pièce. Quand on fait une adaptation, ben, pourquoi faire une adaptation? Mais c'est même pour le même choix. On choisit une pièce parce qu'on a les acteurs pour le jouer. Moi, je n'aurais pas fait d'adaptation des Lettres de Montmoulin si je n'avais pas eu des comédiens capables de prendre très très bien l'accent provençal, de pouvoir aller tourner en Provence quand on a fait une télévision avec les Lettres de Montmoulin que j'avais adaptées, et qu'on était parmi les gens du cru, donc les villageois provençaux, qui disaient « mais c'est curieux ces gens du Nord, ils n'ont pas la samme pointue ». Nous avons eu la chance au Théâtre Harlequin pendant des années d'avoir ce que nous appelions notre auteur maison, c'était Jean Brumioul. Jean Brumioul écrivait aussi bien en français qu'en wallon. C'était un vrai liégeois. C'était un très bon auteur. C'est lui qui nous a écrit, le premier texte qu'il nous a écrit, c'était « Ils sont fous ces liégeois ». Et c'était un spectacle sur la principauté. À l'époque où on a célébré le millénaire de la principauté de Liège, il avait écrit pour l'opéra un grand spectacle, avec de la musique, des chants, etc. Et il s'était amusé à écrire pour nous un spectacle qui faisait un petit peu divertissement de carabin, c'est-à-dire des petits sketchs. Il m'avait dit, voilà, j'ai fait un spectacle de 30 sketchs de 3 minutes maximum. Et il racontait de cette façon, mais très amusante et très rigolote et pas du tout sérieuse, l'histoire de la principauté de Liège. Et au vu de ça, on lui a demandé un autre spectacle et il a écrit « Viens chez moi, j'habite en Wallonie », où en fait il avait rassemblé dans un spectacle, c'était très amusant, tous les grands thèmes du folklore wallon. Et puis, quand on lui a redemandé un spectacle, parce qu'on insistait, évidemment, quand on a un bon auteur, on le tient et on le fait cracher, et il a écrit une revue qui s'appelait « Les pieds dans l'urne ». C'était une revue de tréteaux. C'était pas cette mode, les revues de tréteaux. Maintenant, les revues, c'était bien sûr parfois des sketchs, comme au Trocadéro, mais aussi des danses, des chants, etc. Lui était revenu sur l'idée de l'ancienne revue, ce qu'on appelle la revue des tréteaux, qui est faite uniquement de sketchs satiriques et qui concerne l'actualité. Et puis un jour, Major Delecourt, qui est d'ailleurs toujours administratrice déléguée du Théâtre Harlequin, qui dirige avec Madame de Sambre le théâtre actuellement, a eu l'idée qu'en fait on pourrait ramener le côté revue, non pas dans des tentures noires où on change de lieu selon les nécessités du sketch, mais grouper tous les sketchs et toute la vie d'une communauté dans un petit café bien sympathique qui s'appelait le Café Liégeois. Elle a lancé cette idée, et alors nous avons commencé à travailler à plusieurs. Il y avait Jean Brumioul, bien entendu, en tête de liste, notre leader. Je m'y suis mis aussi. Jean-Paul Fanuel nous a... et encore... il y en a quelques-uns qui ont écrit avec nous. On a écrit à plusieurs, on écrivait des sketchs, et ces sketchs, on les jouait dans le café. Et alors, nous avons eu la chance de créer, moi j'ai créé un personnage qui s'appelait Madame Bémol, qui était joué par Feu Thierry Henkels,
qui en fait jouait un personnage de concierge liégeoise, le cœur sur la main mais fort en gueule. Et des gens étaient tellement fascinés par ce personnage qui était d'une grande vérité que quand le comédien se promenait en ville, habillé évidemment en homme comme tout un chacun, on lui disait « Ah, bonjour Madame Bémol !» Il avait fait le personnage, et alors pendant des années, nous avons fait 5 spectacles avec ce personnage de Madame Bémol, et ces sketchs satiriques qui concernaient l'actualité, et qui étaient en fait joués dans avec l'accent liégeois, un peu de wallon de temps en temps. C'était vraiment très très amusant, et les publics adhéraient. Nous avons attiré en fait un public qui jamais n'allait au théâtre. Et qui, après avoir vu Café Liégeois, ont pu voir des pièces comme Ma vie avec Mozart de Schmitt et des choses très, très sérieuses. Donc, en fait, on a convaincu un public de revenir au théâtre grâce à ce spectacle de divertissement pur, de franche rigolade. Jean Brumioul avait écrit beaucoup pour le théâtre dialectal et il y avait un peu renoncé parce qu'en vérité, le théâtre dialectal, à un moment donné, ne savait plus très bien comment faire. On ne pouvait pas tout le temps jouer les pièces qu'on avait écrites à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, qui étaient les classiques du théâtre wallon. Il fallait renouveler, mais comme il y avait peu d'auteurs, il y avait des gens qui connaissaient encore le wallon et qui adaptaient des pièces françaises. Mais c'était pas ça, c'était simplement... Ces gens qui venaient voir la pièce en wallon auraient pu très bien la voir en français et la comprendre tout à fait bien. Donc ce n'était pas la solution. Le théâtre wallon s'est un peu effacé, encore qu'il y a des défenseurs, et ils ont raison d'ailleurs, et je suis parmi ceux-là, de conserver ce théâtre wallon, mais en fait il est déserté par le public, et il a surtout un public très âgé, un public qui vient plutôt des campagnes que de Liège, parce qu'en fait, tout le monde parle français et on a un peu abandonné déjà à mon époque, quand j'étais gamin, on ne pouvait pas parler wallon. C'était pas distingué de parler wallon, c'était les vieux qui parlaient wallon. Moi j'ai appris le wallon parce que mes grands-parents parlaient wallon et je m'étonnais toujours qu'ils se vouvoyaient entre eux et qu'ils me vouvoyaient moi et qu'ils me tutoyaient moi. Et alors on m'a expliqué qu'en wallon, la vraie classe, c'était de vouvoyer les gens. On se vouvoie. Tutoyer les gens en wallon, c'est extrêmement grossier. Et on fait comme en anglais, on vouvoie les gens. Voilà, donc le wallon a un peu disparu. Il y a aussi une chose, c'est qu'il y avait un partage qui était facile quand tout le monde parlait français. Quand tout le monde parlait wallon en Wallonie, il y avait peu de partage parce que le wallon de liégeois était mal compris du côté de Charleroi ou de Mons. Voilà. On a universalisé les choses partout. D'ailleurs, maintenant, on est en train de nous imposer l'anglais. Un jour, le français disparaîtra comme disparaît lentement le wallon. Pourquoi j'ai commencé à écrire le théâtre? Mais c'est tout à fait aussi accidentel. C'est qu'un jour, je dis au régisseur de la compagnie d'amateurs où je jouais, vous avez pris une brochure classique éditée chez Garnier, mais ce n'est pas un texte de théâtre, c'est une traduction littérale de l'auteur. Ce qu'il faut au théâtre, je sens, c'est qu'il faut un dialogue qui convienne à l'acteur, qui se mette dans la bouche de l'acteur. Et il me dit, puis c'est comme ça, fais-le. Et alors, à ce moment-là, je me suis penché sur un texte de théâtre qui est la Locanderia de Goldoni, et j'en ai fait La Belle Hôtesse, en écrivant un spectacle, en essayant de retrouver à travers c'était même pas écrit en vénitien, c'était même pas écrit en italien, c'était écrit en vénitien. J'ai essayé de retrouver, et les comédiens ont été contents d'avoir le texte. Quand ils ont comparé au texte qui était en traduction littérale et traduction qui était une adaptation, ils étaient contents. Et ça m'a mis sur le chemin des adaptations. Donc quand j'ai eu besoin de mettre quelque chose au répertoire et qu'il fallait adapter, ben, j'adaptais naturellement. Et puis un jour, la province de Liège a en fait inauguré un prix
biennale d'écriture dramatique. Et Josène, à l'époque, me dit, mais vous devez écrire un texte. Vous voyez encore, j'étais pas con chez lui. Il me dit, mais vous devez écrire un texte, là, envoyez un texte, hein, vous avez fait des adaptations, vous savez écrire une pièce. Et j'ai écrit une première comédie qui s'appelait Poisson-vol, qui a eu le prix d'ailleurs du prix biennal en 62. Puisque ça marchait bien, j'en ai écrit une seconde qui s'appelait Nous les femmes, et j'ai eu de nouveau le prix biennal en 64. Et puis on m'a mis dans le jury pour être sûr que je n'écrive plus. Et alors il y en a d'autres qui ont eu le prix, etc. Ça s'est bien continué. Je ne sais pas si ça ne s'est pas un peu arrêté aujourd'hui, mais peu importe. Donc voilà pourquoi j'ai écrit. Donc c'est un peu poussé pour les adaptations comme pour les pièces originales. Maintenant, je n'ai pas écrit que des adaptations et des pièces originales. Même si je suis très content d'avoir écrit le Bayreuth, quand on a créé le Ring à l'opéra. En fait, ils ont joué complètement le Ring. Gréda m'avait demandé, encore une demande, hein, m'avait dit, mais écrivez-moi une pièce sur Magner, et j'avais écrit l'impromptu de Bayreuth. Donc j'étais toujours un peu poussé dans le dos pour écrire, c'est drôle. Par contre, où je n'ai pas été poussé du tout, c'est quand j'ai écrit des monographies d'artistes. Je me suis toujours intéressé de très près à la peinture, à la musique, à la sculpture. Et c'est comme ça que j'ai écrit des monographies de Leloup, Waxfeller, Patrick Deur, et voilà. Et mon ami, oui, je vais le citer le premier, car il est décédé, lui, mais c'est un grand ami, c'était mon ami Coche, Emmanuel Coche. Voilà. Voilà toute mon histoire d'adaptateur. Je prends un grand plaisir d'écrire, j'écris beaucoup, j'écris toujours. Et la saison prochaine, d'ailleurs, 2 comédiennes vont avoir le plaisir enfin j'espère qu'elles auront du plaisir, à jouer un texte que j'ai écrit et qui s'appelle Les Libertines. Donc voilà, je n'arrête pas. Mais ça me permet de passer la crise sanitaire sans ennui. Il y a quelques personnes qui m'ont marqué dans la vie. C'est d'abord un professeur de français, dont j'ai retenu le nom, il s'appelait Ponette, qui un jour a lu tout haut une rédaction que j'avais faite en 4e année d'humanité. On commençait alors vers la 6, 4, 3, 2, 1. Et ça m'a marqué. Moi, je ne me rendais pas compte que je savais écrire. Il m'a révélé que je savais écrire. La seconde personne qui m'a marqué, c'était Marcel Laurent, qui était en fait un comédien amateur qui était revenu de Paris où il avait fait de l'écolage et il avait tenté un peu de jouer. Il était revenu très déçu, comme reviennent souvent les comédiens belges qui vont à Paris, qui n'arrivent pas, c'est très compliqué d'ailleurs. Lui, il m'a marqué parce que c'est lui qui m'a dit, voilà, vous jouerez le Cid. J'ai été très marqué également par Paul Dibon, qui m'a dit, vous devez vous inscrire au conservatoire, il faut que vous fassiez le conservatoire. J'ai été très marqué par Georges Randax, qui était un remarquable comédien, un excellent professeur d'art dramatique, et avec qui j'ai joué. Ça, c'était un grand honneur, mais le plus grand honneur que j'ai eu, c'est de devoir le mettre en scène. Mettre en scène ses professeurs, ça m'est arrivé, et je vous jure que le trac du metteur en scène, là, est plus présent que le trac de l'acteur. Parce qu'on s'adresse à des grands, à des gens qui vous dépassent de très haut, et on est obligé de leur donner, et ils attendent des indications, ils attendent d'être dirigés, ils attendent d'avoir un œil extérieur sur ce qu'ils font. Après ça, je n'ai plus beaucoup d'influence, sinon des influences occasionnelles. Par exemple, moi j'ai une chose qui m'a étonné beaucoup, qui m'a fort amusé, c'est qu'un jour je demande à Wolinski, décédé dans le fameux attentat, là, dessinateur de bandes dessinées, je prends ces bandes dessinées et je lui dis, moi j'ai envie de faire une pièce de théâtre à partir de ça. Et sa bande dessinée s'appelait À bas l'amour copain. Et je fais une adaptation, je lui envoie le texte pour qu'il me donne son assentiment, et on le joue, et il vient à la première. Et alors, en fait, il y a une chose qui m'a étonné, c'est qu'on l'a appelé en scène, le public l'a appelé en scène, avec des comédiens, et alors à un moment donné, il a fait un signe au public, comme quoi il voulait dire quelque chose, et il a simplement dit « Je me suis bien amusé ».
Récompense inouïe quand Schmitt est venu voir Ma vie avec Mozart, que j'avais adopté pour 3 comédiens, et il revenait d'un voyage lointain, il descendait de l'avion, il est venu voir le spectacle. Et après le spectacle, il a parlé 1 heure avec les comédiens, avec moi et avec les comédiens et moi. Bon, voilà, c'est des gens qui m'ont marqué dans la vie. Alors, voilà, 70 ans de théâtre. 70 ans de théâtre, c'est 70 ans de plaisir. Des amis à moi me disent « Brouwers, il n'a jamais travaillé, il a toujours joué ». C'est vrai que quand j'étais journaliste, je jouais avec l'écriture, et quand j'étais comédien, je jouais avec le théâtre. Donc c'est vrai que j'ai passé, si c'était à recommencer, je referais le même chemin. Je referais le même chemin parce que j'ai commencé tout en bas de l'échelle, je ne suis pas arrivé tout en haut, mais il me reste encore peut-être 1 an ou 2 pour le faire. Voilà, c'est la conclusion que je voudrais donner. Beaucoup de plaisir, beaucoup de rencontres, des gens qui ont été formidables, des gens qui se sont conduits d'une façon médiocre, mais peu importe. Ça reste des souvenirs qui ne sont pas nécessairement négatifs. On a toujours appris quelque chose de quelqu'un avec qui on a joué, avec qui on a mis en scène, qu'on a interviewé. Voilà, on a toujours appris quelque chose, et ce quelque chose fait qu'on a une personnalité aujourd'hui.